Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Retour du président de la République hier soir suite à sa participation au 8e sommet de l'Union africaine à Brazzaville. Et également dans l'actualité en Europe, fragile embellie dans la zone euro. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir la capitale suite à sa participation au 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ont pris part à ce sommet. Des acteurs du conflit en Libye et d'autres personnalités qui se donnent pour objectif de relancer le processus de paix étaient également présents à Brazzaville pour tenter de trouver une solution à cette crise. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre et plusieurs hauts responsables civils et militaires du pays. Cette rencontre qui s'est tenue à Brazzaville au Congo, quelques jours avant le prochain sommet ordinaire de l'Union africaine prévu à Addis Abeba le 7 février prochain, a permis aux pays africains de réaffirmer la position de l'Afrique sur la crise libyenne. Au cours de ce sommet, le président Ismaël Omar Guelleh a prononcé un important discours dans lequel il a évoqué la vision africaine du règlement de cette crise. Le chef de l'État djiboutien a souligné l'impératif d'examiner avec les parties libyennes et les États voisins qui eux aussi sont touchés les voies et moyens de trouver une sortie de crise pacifique qui mette fin à ce processus infernal et tragique. Et plus tôt dans la journée d'hier, le président Ismaël Omar Guelleh a participé à Brazzaville au 8e sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la question libyenne, inauguré par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Ce sommet a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le président Denis Sassou Nguesso a déroulé le tapis rouge pour son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh au centre international des conférences de Kintélé à Brazzaville. À son arrivée, le président Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le président Sassou Nguesso avec tous les honneurs dus à son rang. Une foule en liesse et des groupes folkloriques ont interprété des chansons et danses traditionnelles. Les travaux de ce 8e sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye se sont achevé avec succès hier dans l'après-midi au Centre international des conférences de Kintélé à Brazzaville en présence du président Ismaël Omar Guelleh, des acteurs du conflit en Libye et autres partenaires internationaux qui se sont donnés pour objectif de relancer le processus de paix, ont également pris part à ce sommet pour tenter de trouver une solution à cette crise qui perdure depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Le président Guelleh a par ailleurs estimé que l'affirmation d'une position africaine sur la crise libyenne ne se fera pas sans un coût financier conséquent. Il a ainsi proposé le financement à travers le Fonds sur la paix qui sera bientôt opérationnel d'une mission politique de l'Union africaine pour la Libye, ce qui constituera selon lui le premier terrain de son opérationnalisation. Et dans la série des discours, le président hôte de ce sommet, M. Denis Sassou Nguesso, a également inauguré ce 8e sommet de l'Union africaine durant lequel il s'est prononcé en ces termes. On l'écoute. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Monsieur le Président de la République de Djibouti, Président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue et un agréable séjour dans notre ville
capitale. La présente rencontre du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye se tient alors que, voici à peine quelques jours, le risque d'une redoutable escalade du conflit libyen et la menace d'une impasse périlleuse des efforts internationaux de médiation avaient atteint un seuil quasi irréversible. Une solution politique à l'effet de mettre un terme au déchirement fratricide libyen ouvrirait la voie à une perspective de paix et de développement au profit non seulement de la Libye, mais également d'autres États, au moment où l'Afrique s'est engagée à faire taire les armes sur tout le continent en 2020. Et dans une allocution prononcée à l'ouverture de ce sommet, le numéro 1 djiboutien a regretté la marginalisation et la mise à l'écart des Africains dans la recherche de solutions à la crise libyenne. On écoute le chef de l'État. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, les représentants des partenaires et des différentes organisations internationales, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances à notre frère, le président Sassou, pour la perte d'un membre de sa famille. Et je voudrais également adresser à Monsieur le Président de la République du Congo mes plus vifs remerciements et ma gratitude à vous, à votre gouvernement, ainsi qu'au peuple congolais pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé à moi et à ma délégation depuis notre arrivée dans votre beau pays. D'emblée, je tiens à saluer la tenue sous votre leadership de cette réunion hautement importante. Vous avez su endosser avec humilité et honneur cette immense responsabilité. Nous sommes convaincus que votre sagesse, votre érudition et vaste expérience vous permettront de prendre à bras-le-corps la lourde charge qui vous a été confiée par notre Union et qui consiste à relancer le processus de paix en Libye et à trouver une voie de sortie à la crise qui prévaut dans ce pays frère. Dès le début de la crise en Libye, l'Afrique a été marginalisée et mise à l'écart de tout pour parler. On dit que la nature a horreur du vide et nous, Africains, avons laissé la place à une pluralité d'intervenants extérieurs au continent, pensant que c'était une solution. C'est triste, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Néanmoins, ces interventions ont montré leurs limites aujourd'hui. Pire, la crise n'a fait que s'aggraver et la souffrance du peuple libyen perdure à ce jour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Afrique a élaboré une architecture selon laquelle les problèmes africains doivent être résolus par les Africains. Telle a toujours été notre devise. Toutefois, il y a une évidence qui s'impose. La volonté de paix et l'engagement des parties libyennes constituent le moteur de toute solution durable afin de rétablir la paix de Tripoli à Benghazi en passant par Tobrouk. Il est donc temps que nous examinions ensemble avec les parties libyennes et les États voisins qui, eux aussi, sont touchés afin de trouver une sortie de crise pacifique qui mette fin à ce processus infernal et tragique. Poursuivant son allocution
discussion, le président Guelleh a indiqué que la vision africaine du règlement de cette crise se déclinait en 3 points. Réécoutons le chef de l'État. La vision africaine du règlement de cette crise se décline, selon nous, en 3 points. Un cessez-le-feu, le strict respect de l'embargo sur les armes, des concertations nationales suivies d'élections libres et transparentes. Cette approche repose sur les principes du protocole établissant le Conseil de paix et de sécurité, notamment le règlement pacifique des disputes et conflits, ainsi que la non-ingérence dans les affaires internes d'un État membre. Ensuite, il est indispensable que nous définissions la stratégie par laquelle nous souhaitons mettre en œuvre cette position africaine. Il s'agit notamment des modalités de coordination et de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les États voisins, notamment dans le cadre du processus de Nouakchott, et les partenaires internationaux. Par ailleurs, il est nécessaire que nous nous accordions sur le levier de notre engagement pour la paix et la sécurité afin de parer au cas où certains acteurs ne respectent pas les principes susmentionnés. Enfin, nous devons ajuster le dispositif institutionnel sur place, non seulement afin de mettre en œuvre la dite position africaine, mais également en vue de la confirmer. Pour cela, il faut que le dispositif déployé soit optimal et évite toute redondance avec un processus de prise de décision claire à chaque échelon, c'est-à-dire de l'envoyé spécial de l'Union africaine au panel de haut niveau, au Conseil de paix et de sécurité et enfin à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Par ailleurs, il est impératif que les acteurs africains déployés bénéficient des ressources adéquates humaines comme financières, et des mécanismes flexibles dans le cadre des règlements de l'Union. L'affirmation d'une position africaine sur la crise libyenne ne se fera pas sans un coût financier conséquent. Mes chers frères, alors que le Fonds sur la paix sera bien opérationnel, je voudrais proposer que le financement d'une mission politique de l'Union africaine pour la Libye constitue le premier terrain de son opérationnalisation. D'une part, cela attestera de notre détermination auprès des acteurs libyens et des partenaires internationaux. D'autre part, ce serait la meilleure illustration de notre engagement pour une solution politique à cette crise qui affecte l'ensemble de la région sahélo-saharienne. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde nous observe, l'Afrique nous regarde, mais surtout le peuple frère libyen qui souffre nous attend. 8 ans après le déclenchement de la crise libyenne, nous n'avons plus d'excuses. Nous sommes témoins chaque jour des conséquences et des avatars de la crise libyenne dans plusieurs pays frères, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Soudan. La crédibilité de notre architecture de paix et de sécurité dépend de notre volonté collective d'y apporter des solutions idoines et efficaces. Je vous remercie. Et à l'issue de ce sommet, notre équipe a recueilli pour nous les impressions du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La situation qui prévaut en Libye est extrêmement compliquée. Le Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye, présidé par le président Denis Sassou Nguesso, a déjà tenu 8 réunions pour essayer d'apporter une solution politique à la crise qui sévit dans ce pays frère. Je crois que les efforts de l'Union africaine, ainsi que combinés avec ceux des Nations Unies, sont là pour sortir la Libye de la crise, mais la question est encore très difficile et compliquée. Le comité a déjà entendu le Premier ministre Sarraj, le représentant du général Haftar. Le président de la République a fait un discours lors de la cérémonie d'ouverture de cette réunion et dans lequel il a rappelé les fondamentaux de la résolution de cette crise, notamment le désarmement des milices,
une solution politique négociée entre les deux parties libyennes en conflit et surtout faire en sorte qu'il y ait des mécanismes qui permettent de suivre ces décisions qui sont prises au niveau du haut comité de l'UA. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'ingérence dans les affaires intérieures de la Libye, d'acteurs externes, et qui compliquent la situation. Nous avons, en tant que République de Djibouti, à présider le mois prochain le Conseil de paix et de sécurité sur la Libye. Et cette réunion du Conseil de paix et de sécurité au niveau du sommet aura lieu le 7 février à Addis Abeba. Donc il était important que le président Guelleh puisse venir en personne à cette réunion, écouter les différentes parties et surtout essayer d'apporter une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique au rôle de l'Union africaine dans cette crise. Il faut savoir que l'acte constitutif de l'Union africaine indique clairement que les crises africaines doivent être résolues par des solutions africaines, par des Africains, avec des solutions africaines. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons peut-être fait un pas en avant suite à la conférence de Berlin, mais le chemin reste encore là, et long, et surtout la complexité du problème fait que l'on aura besoin davantage d'efforts, plus de synergie, plus d'implication, d'abord des parties libyennes dans la recherche de solutions politiques, et ensuite du continent africain qui restera bien entendu le continent qui doit gérer cette crise. C'est le message que le président de la République a souhaité également passer à ses pairs lors donc de son discours qu'il a prononcé à la séance d'ouverture de cette réunion du Haut Comité de l'UA sur la Libye. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous émane du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale concernant le plan de paix du président Trump. La République de Djibouti salue les efforts du président Donald Trump pour son plan de paix pour le Proche-Orient. Djibouti estime néanmoins que la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale est la seule solution pour une paix durable et juste entre les Palestiniens et les Israéliens. Et ce, conformément au droit international et à toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République de Djibouti croit en la vertu du dialogue et des négociations pour résoudre les conflits et en appelle à la sagesse des dirigeants palestiniens et israéliens afin de reprendre le dialogue avec la volonté d'aller résolument vers la solution à deux États vivant en paix et côte à côte. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a été reçu hier au siège du ministère des Affaires étrangères italien par Luigi Di Maio pour une réunion de travail. Lors de cette rencontre, les deux autorités ont passé en revue l'excellence des relations bilatérales existantes entre les deux pays dans le domaine politique, économique, social et militaire. Ils ont insisté sur le caractère singulier de cette coopération qui place l'Italie parmi les nations amies de Djibouti et ce depuis notre indépendance. Une insistance particulière a été accordée à la coopération civile dans le domaine sanitaire et social où l'Italie a toujours été un partenaire apprécié. Les deux parties ont appelé également de leur vœu les investissements directs italiens à être plus visibles sur le marché djiboutien. Ils ont également fait un tour d'horizon complet sur la situation politique régionale en insistant sur la situation sécuritaire dans la Corne de l'Afrique et dans le détroit du Bab el-Mandeb et en saluant le rôle joué par la République de Djibouti pour le maintien de la paix en Somalie et l'engagement personnel du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh en faveur de la paix dans la sous-région et pour les facilités accordées aux forces italiennes. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a reçu hier la visite de la vice-ministre de l'Éducation de la République de Cuba, Dania Lopez. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Djibouti à Cuba, Nasser Mohamed Ousbo, qui a introduit Mme Lopez et le conseiller du ministre Mohamed Barkhat Siraj. Le ministre a d'emblée exprimé ses sincères remerciements à son hôte de marque pour avoir fait le déplacement à Djibouti dans le cadre du Forum mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive. Il lui a ensuite présenté l'école djiboutienne à travers son histoire, son évolution, ses ambitions et les chantiers prioritaires qui sont en cours de réalisation. Il a notamment mis l'accent sur la transformation de l'école djiboutienne. La vice-ministre cubaine a elle aussi présenté le système scolaire de son pays. Elle a indiqué que plus d'1,5 million d'élèves fréquentaient les 6 000 établissements scolaires du pays, dont beaucoup sont en zone rurale. Elle a évoqué les spécificités de l'école publique cubaine qui offre des enseignements dans les arts plastiques, la musique, la peinture et en plus des enseignements généraux. Le ministre s'est dit admiratif de ce système éducatif très performant
gouvernement et s'est dit désireux de nouer un partenariat avec le ministère cubain de l'Éducation pour entamer une coopération fructueuse avec l'État cubain avec qui Djibouti entretient des relations privilégiées dans de nombreux autres domaines. Aussi la délégation cubaine, c'est d'abord pour les remercier de leur participation active au 3e forum, ensuite de les remercier pour toute la coopération et de parler des perspectives et de nouveaux champs de coopération. D'abord, ils se sont présentés les deux systèmes des deux côtés, qui a des similitudes, qui sont tous des systèmes riches, qui se ressemblaient à beaucoup d'endroits. Et après, ils ont proposé l'entraide entre les deux systèmes. Et par la suite, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, et le président de l'Education Relief Foundation, Cheikh Mansour bin Moussallam, ont effectué une visite dans les établissements scolaires où est mis en œuvre le projet pilote d'éducation équilibrée et inclusive. Le ministre de l'Éducation du Palau, qui est le premier citoyen de cet État insulaire à visiter notre pays, était invité à cette tournée dans les établissements scolaires. Au cours de cette tournée, la forte délégation conduite par le ministre et le président de l'ERF a visité le collège d'enseignement moyen de Gabod 1, puis celui de Boulaos et enfin le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. L'occasion de prendre langue avec les responsables, les enseignants et les élèves des classes où sont effectuées les expérimentations du projet pilote d'éducation équilibrée et inclusive. Au CEM de Gabod 1 et Boulaos, le ministre et le président de l'ERF ont pris le temps de suivre des cours où les enseignants ont tenté de faire participer les élèves selon les principes de l'éducation équilibrée et inclusive qui font de l'élève un acteur de la construction de ses connaissances. Les visiteurs de marque ont également été agréablement surpris parce qu'ils ont pu découvrir le président de l'ERF, Cheikh Moussallam, et le ministre de l'Éducation de Palau ont même eu des échanges assez personnalisés avec les élèves des classes visitées, des échanges très conviviaux qui ont provoqué parfois l'hilarité générale. Et c'est au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental que le ministre et les visiteurs de marque ont pris le temps de discuter avec les élèves professeurs qui ont assuré le travail de liaison avec les délégations qui ont effectué le déplacement pour le Forum mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive. Les discussions ont permis aux visiteurs de marque de prendre la mesure des compétences linguistiques, humaines et professionnelles de ces élèves professeurs qui ont brillamment facilité le séjour des délégations étrangères durant les 3 jours de forum dans notre pays. Les officiels ont exprimé également leur satisfaction et ont remercié les élèves professeurs pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve. Et par la suite, cette délégation a été reçue par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Rahadi, qui a offert un déjeuner d'honneur au président de l'Education Relief Foundation, Cheikh Mansour bin Moussallam. Ce déjeuner a eu lieu dans l'enceinte de Djibouti International Tower, située au PK23, et a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du ministre de l'Éducation de la République des Maldives, et ainsi que des diplomates et autres hautes personnalités. Rappelons que le Cheikh Moussallam est venu à Djibouti dans le cadre du 3e forum de l'éducation équilibrée et inclusive qui s'est déroulé du 27 au 29 janvier. À l'issue de ce déjeuner d'honneur, le président de l'autorité des ports a offert une visite guidée aux hautes personnalités dans l'enceinte des ports de Doralé et le Doralé Multipurpose Port. L'occasion pour les visiteurs de marque de découvrir les infrastructures de pointe et les équipements qui sont mis en œuvre dans ces ports qui desservent la région. Le Cheikh Moussallam et le reste des diplomates se sont dit impressionnés par ce qu'ils ont pu découvrir. En nouvelle nationale, toujours, le Palais du Peuple a abrité une cérémonie de formation sur son et lumière organisée pour le personnel du Palais du Peuple, de la RTD, du Stade et du CRIPEN. Des certificats de participation à tous les bénéficiaires ont été remis et qui ont suivi la formation. Cette formation, qui a duré 10 jours, a été organisée en marge du 3e sommet mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive de Djibouti, et était assurée par 2 experts internationaux en partenariat avec le Palais du Peuple. Saint-Tric Mayutuku, expert son, et Ange Cléophas, expert lumière, qui ont partagé leur savoir et connaissances aux bénéficiaires venus des institutions telles que le Palais du Peuple, la RTD, le CRIPEN ou encore le Stade. Les directeurs du Palais du Peuple, Abaïzid Ahmed, a remercié les formateurs et a demandé aux stagiaires de mettre en pratique les acquis de cette formation dans leur travail quotidien. Ils ont en outre précisé que ce genre de formation sera renouvelé. Parce que justement, la régie technique, que ce soit son ou lumière, c'est un travail d'équipe.
Je salue aussi la volonté, le courage de cette équipe, des personnes qu'on a eues autour de nous pour réaliser ce projet. Donc du coup, je parle de l'équipe technique, l'équipe du palais, le CRIPEN et l'équipe du stade. Donc je vous remercie beaucoup pour votre rapport parce que c'est comme vient de dire Centric, sans vous, on ne pouvait pas réaliser ce travail. Parce qu'en technique, c'est l'équipe. Ce n'est pas que des compétences aussi. Oui, il y a des compétences, ça fait partie, mais c'est aussi l'esprit d'équipe. Et de son côté, le directeur général du Palais du Peuple a pour sa part félicité les experts formateurs en son et lumière qui connaissent bien la République de Djibouti. On l'écoute. Le travail se mérite. Donc, vous avez assisté, vous avez eu la chance d'assister à une session de formation en son et lumière pour vous former dans l'occasion de l'organisation du 3e Forum de l'éducation équilibrée et inclusive. Pour ceux qui ont participé, c'est à vous de palper qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez amélioré dans votre sens professionnel. Bon, la question, je ne pose pas, est-ce que ça vous suffit? Non, je sais que ça ne vous suffit pas, qu'il faut aller plus loin. Et on fera des sortes aussi dans le cadre de la collaboration. Le Palais du Peuple, c'est quelque chose qui travaille en collaboration avec les institutions qui sont semblables, qui font la même chose à peu près. Et chaque fois, nous associons toutes les institutions qui sont avec nous. Direction Ali Sebier à présent dans la journée du mercredi. Les élèves du lycée d'Ali Sebier, conduits par leurs professeurs, se sont rendus au lac Assal pour visiter les différents sites géologiques. Accompagnés du proviseur du lycée Ahmed Abdelkader et du professeur encadreur, les élèves de la classe de première S ont pu observer les transformations géologiques et les potentialités en matière de géologie. À cette occasion, les élèves ont pu découvrir de nombreux lieux divers et sites géologiques à Djibouti qui étaient auparavant peu connus, tant en termes de beauté du paysage que de découvertes géologiques. C'était à vrai dire une aventure enrichissante pour les élèves et une opportunité de découverte de la richesse géologique du pays. Le lac Assal est l'un des points donc le plus bas au monde avec 155 mètres en dessous du niveau de la mer, un paysage extraordinaire parmi les plus impressionnants au monde. Et après le sud-direction, le nord avec Tadjoura, où la représentante du bureau régional genre de Tadjoura a présidé une réunion de concertation avec les coopératives des femmes artisanes, donc dans le but de redynamiser et rehausser la place de l'artisanat dans la région. La dynamique représentée donc du bureau régional Khadiga Mohamed Ibrahim a effectué une visite de suivi des projets du ministère de la Femme et de la Famille sur le terrain et les différents bénéficiaires, à commencer des veuves qui ont bénéficié de bétail, à savoir un bouc et deux chèvres. Et l'une des bénéficiaires de ce projet s'est dit satisfaite de ce projet initié par le ministère de la Femme et que ce projet lui a été très bénéfique car il lui a permis de commercialiser le lait et la vente du cabri de ce bétail et n'a pas manqué de remercier par la même occasion la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Hamad. Les jeunes filles bénéficiaires du projet AGR se sont également réjouies du soutien du ministère qui leur a permis de concrétiser les projets de produits cosmétiques. Et là, nous passons à l'actualité africaine et internationale. En République démocratique du Congo, au moins 38 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées suite à une attaque présumée de la milice à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où des centaines de personnes sont mortes dans des violences depuis novembre. Les troupes congolaises ont mené une opération militaire contre un groupe armé dans l'est du pays, mais les miliciens ont riposté par une série de massacres contre des civils. 265 personnes auraient été tuées dans la région de Beni depuis que l'armée a commencé sa répression contre le groupe armé des ADF le 30 octobre dernier. Et enfin, concernant le chômage fragile embelli dans la zone euro, le chômage atteint son plus bas niveau dans la zone euro depuis mai 2008. D'après les chiffres publiés hier par l'Office européen des statistiques Eurostat, son taux a encore légèrement baissé en décembre dernier de 0,1 point par rapport au mois de novembre pour s'élever à 7,4% au sein des 19 États concernés. Même baisse pour l'ensemble des 28 pour lesquels ce taux fléchit à 6,2%. Des fortes disparités
subsiste cependant entre les pays. La République tchèque affiche le taux de chômage le plus bas de la zone euro à tout juste 2%. L'Allemagne et les Pays-Bas se situent aussi en bas de l'échelle à 3,2%. Et comme en Espagne, le chômage est en net recul en Grèce, mais touche toujours 16,6% de la population active. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.